Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une chose. Nous ne pouvons pas passer à côté de ces fonctionnalités, et surtout, ça veut dire qu'on va parler de Laravel. Et oui, on parle de Laravel, et ça fait plaisir. Donc, je vais vous présenter quelques fonctionnalités que j'estime que tous les projets en cours ou nouveaux doivent mettre en place. Il y a plein d'éléments à présenter, donc la présentation, il y aura beaucoup de contenu, je vais montrer du code. C'est une sélection, et pourtant ça reste une liste non exhaustive, vous allez quand même voir pas mal de choses. Donc, l'idée, c'est de vous donner la solution clé en main directement. Après ces quelques dernières années, j'ai pu voir pas mal de choses, on va présenter des éléments, donc on va directement voir comment mettre en place ces solutions. Donc plus sur moi, je suis un développeur back-end, je fais aussi du DevOps plus par appétence, et aujourd'hui je travaille chez WeCanDo, qui est une entreprise qui travaille avec l'artisanat, où en fait on peut réserver des ateliers chez des artisans, poterie, céramique, faire son propre couteau et ainsi de suite. Et en fait on utilise Laravel, ça a été mis en place même avant que je suis arrivé dans cette boîte. Donc ça, c'est une des pages de notre site internet. C'est là où on liste les ateliers, on peut faire des recherches, il y a des filtres. Alors c'est de l'instant search, derrière c'est Algolia. Cependant, les données qu'on doit afficher, à un moment donné, elles proviennent de la base de données. Et on a plein d'éléments différents. On va avoir des images, donc on va avoir les URL, on va avoir l'adresse, c'est un peu petit, mais c'est juste le lieu, est-ce que c'est Paris, Lyon, et ainsi de suite. Le prix, on va avoir aussi des prix réduits, tout ça, ce sont des données qui viennent de tables différentes. Et ça, c'est la première chose que j'aimerais parler. En fait, ça va être en lien avec le chargement des relations. Donc, si on prend le code suivant, donc ça va être juste quelques lignes. La première, on va récupérer tous les ateliers de la DB. Alors, on va supposer qu'on n'en a qu'une dizaine, parce que sinon, ce serait un peu absurde. Mais on va garder l'exemple simple. Pour chaque atelier, donc des workshops, on va aller sur un attribut qui s'appelle artisan. Et donc ça, c'est une relation. Et dessus, on va récupérer le name. On en fait ce qu'on veut, en écho, on envoie un email, peu importe. Mais on va boucler sur chaque atelier pour récupérer son artisan. Et si on regarde les requêtes SQL derrière, on va voir qu'on va en avoir plusieurs. La première, ça va être une requête SQL pour récupérer tous les ateliers. Et ensuite, pour chaque atelier, on va refaire une requête SQL pour récupérer l'artisan. Ça, c'est un problème connu, ça s'appelle le problème de N+1. En plus, on nous en a parlé hier ou ce matin. Et ça, c'est peu performant. Si on a besoin de charger l'artisan de 200 ateliers, on va faire beaucoup de requêtes et potentiellement, on va faire des requêtes dupliquées. Et en fait, ça s'appelle du lazy loading. On charge la donnée de manière flemmarde, donc lazy, et ça, c'est un problème de performance. Donc, je vous présente ce petit graphe qui est un peu qui est responsable de détecter ce genre de performance. Dans l'exemple que je vous montre ici, où on ne cherche pas à savoir s'il y a un souci de performance, ça va être le end user, la personne finale qui utilise le site. À un moment donné, ça va commencer à ralentir, donc on va nous le signaler, donc il va falloir corriger le souci. Ça, c'est vraiment la situation qu'on veut absolument éviter. Donc on va avoir plusieurs solutions pour empêcher ce cas-là. La première, qui est quand même un peu connue, ça va être de faire du eager loading. Donc ça veut dire qu'on va précharger la relation pour tous les éléments de notre liste, donc notre collection, ici, workshops. Et en fait, si on regarde les requêtes SQL derrière, maintenant on n'a plus que deux. Une pour récupérer tous les ateliers, et une seconde pour charger tous les artisans de nos ateliers. Et donc, après, c'est la collection qui va se débrouiller pour redispatcher chaque instance correctement sur chaque item. Et donc ça, c'est un énorme gain de performance, et il faut absolument le faire, c'est très utile. Donc, maintenant, qui porte la casquette pour s'assurer de la performance? C'est au niveau du dev. Et donc ça, c'est beaucoup mieux en tout cas. Par contre, c'est une responsabilité à garder. Il faut maintenir la liste des relations qu'on souhaite charger. Si on met à jour le service, il faut peut-être ajouter dans la liste. Ou à l'inverse, il faut potentiellement enlever dans la liste quand le service évolue. Donc ce n'est pas forcément évident de tout le temps le savoir ou d'y penser, surtout que la donnée peut être chargée avant le service ou ainsi de suite. Donc c'est là où on va utiliser maintenant des nouvelles fonctions. Donc supposons qu'on retrouve notre code initial, où on fait du lazy loading.
Et cette fois-ci, on va aller dans notre App Service Provider, qui est le fichier où on peut configurer l'application. Et on va appeler sur notre classe modèle de Eloquent, et on va appeler le Prevent Lazy Loading. On va empêcher le chargement des relations de manière lazy. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que si on recharge notre page web, on va avoir une exception qui va être throw. Et ça va dire attempted to lazy load relation artisan sur notre modèle workshop. Et ça va même nous dire exactement à l'endroit où ça se produit. Et donc ça, c'est top, c'est strict. On ne peut pas avoir un cas où une donnée va être chargée de manière petit à petit. Et c'est même peut-être un peu trop strict. Qui est responsable de détecter ça? C'est au dev de penser à Eagerload de la relation. Si c'est pas ça, c'est la QA, donc le testing, enfin la recette. Et si ça passe tout ça, on aura carrément fait une 500 en production. Donc c'est peut-être un peu trop extrême. Donc on va peut-être pas aller trop dans cette direction. Donc on va continuer de configurer notre application. On va appeler une deuxième fonction. Les noms sont un peu plus longs, mais elle s'appelle Handle Lazy Loading Violation Using. C'est long, mais elle est explicite. En fait, c'est une fonction auquel on peut lui donner un callback, et ce callback va être appelé à la place du comportement par défaut du framework. Ce comportement par défaut étant la 500 qu'on a vu juste avant. Et après, vous faites absolument ce que vous voulez là-dedans. Ici, on peut tout simplement faire un log, mais on peut aussi faire un report pour avoir le trace. Faites ce qui vous convient le mieux, mais en tout cas, on va overrider le comportement. Et donc là, au moins, on n'a plus une 500 et on va pouvoir détecter les soucis. Encore mieux. Alors du coup, la responsabilité maintenant retourne chez le dev parce qu'on ne va plus faire une 500 et donc ça, c'est bien. Encore mieux, on peut juste englober ça dans un if, à faire à votre convenance, mais par exemple, si l'application est en production. Si c'est en production, on va overrider le comportement pour faire un log, mais si on n'est pas en production, on laisse le framework faire son exception. À vous de décider, peut-être que si sur les environnements de test, vous ne voulez peut-être pas avoir une 500, faites comme vous le souhaitez, qui apparaît le plus cohérent. Donc, en tout cas, ce format-là, moi, ça, je vous conseille de le mettre en place dans les projets. Ça permet vraiment de comprendre ce qui se passe et de détecter les endroits où les relations ne sont pas chargées en avance. Et on se rend compte que des fois, on a beaucoup d'appels qui sont faits. Mais on peut aller encore plus loin. Parce que maintenant, on est sous Laravel 12, qui est sorti cette année. Et il y a une fonction qui a été contribuée il y a quelques mois, qui est une fonction encore plus longue, parce que c'est pas drôle sinon, cette fonction-là, Automatically Eagerload Relationships. Et en fait, ça va permettre de charger automatiquement les relations, donc faire du Eagerload, sans que l'on ait besoin de le faire en avance. Très concrètement, si on reprend le code d'avant, où on n'a pas de Eagerload, et qu'on a la configuration et qu'on regarde les requêtes SQL, on voit qu'on a bien que nos deux appels SQL. Comment est-ce que ça fonctionne? Ce n'est pas de l'analyse statique, ce n'est pas un coût en performance, c'est simplement que quand on boucle sur nos items, le premier item qui souhaite charger une relation et qui voit que la donnée n'est pas présente, ça va simplement informer la collection et dire « Ah, j'ai envie de cette donnée, est-ce que tu peux faire un Eagerload pour moi? Et une fois que tu as terminé, je vais continuer mon exécution. » Donc en fait, c'est le premier de la collection qui réclame une donnée, ça va faire un Eagerload pour tout le monde. C'est comme ça que ça fonctionne, et c'est nouveau. La documentation dit que c'est en bêta, mais il n'y a aucune régression qui a été détectée pour l'instant, donc utilisez-le, ça paraît assez safe, mais je pense qu'on peut le combiner avec ce qu'on a vu juste avant. Parce que je crois qu'il y a des cas limites encore avec les morphs, où ça va peut-être pas faire encore ça le fait pas automatiquement. Et là, ce qui est cool, c'est que qui se prend la charge de détecter ce genre de performance? C'est le framework. On n'a plus besoin de penser à faire l'Eagerload avant, on ne va pas faire une 500 en production. Idéalement, on n'aura même plus de cas qui se produit, donc là, c'est le framework qui s'en occupe. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau et que je conseille que vous pouvez commencer à mettre en place. Donc comme je disais, le morph, c'est pas, je crois que c'est un des cas qui ne marche pas encore. Parlons de morph, c'est le deuxième sujet que j'aimerais parler. Il y a quelque chose qui s'appelle le morph map, et donc ça fonctionne avec le morph, que je vais expliquer rapidement exactement ce que c'est. C'est un type de relation. C'est une relation qui permet de se morpher vers plusieurs modèles différents. Donc par exemple, ici, Booking, ça va être une réservation. On peut supposer que chez Weekendoo, une réservation va être faite par un client sur le site internet ou par l'artisan, parce qu'ils ont besoin ils ont un ami qui vient, et donc ils ont besoin de réserver un emplacement. Donc on a besoin de savoir qui a fait la réservation.
Donc on va avoir un bookable qui est un morph-to, parce que potentiellement c'est un utilisateur ou un artisan. Comment est-ce qu'on fait une relation morph? Il faut 2 colonnes dans la DB. C'est comme ça que ça fonctionne, on n'a pas le choix. Donc on va voir qu'on a une colonne bookable type qui va faire référence à quoi, où on fait la relation. Donc on va voir qu'on va avoir des users, et un peu plus bas on a des artisans. Et ensuite on a une deuxième colonne bookable type. Bookable type qui va être la clé primaire de la table sur laquelle on fait référence. Par contre, cette colonne-là, le bookable type, normalement vous reconnaissez, c'est le namespace PHP du modèle. Le framework, c'est le comportement par défaut. Il est obligé de faire ça parce que c'est la seule donnée qui peut être unique. Rien n'empêche en PHP de créer 2 classes avec le même nom. Par contre, on ne peut pas créer 2 classes avec le même nom dans le même namespace. Donc ça, c'est la seule donnée qui est unique. Mais ça cause 2 problèmes. Le premier, c'est qu'on ne peut plus renommer le modèle, parce que si on fait ça, on désynchronise avec la DB. Et alors, certes, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus rare, mais la chose qui peut se produire plus souvent, c'est de déplacer le namespace. Potentiellement, vous commencez à faire du DDD, ou ainsi de suite, et donc vous voulez déplacer le modèle, et là, on est bloqué. Et la deuxième chose, c'est si vous partagez la donnée avec la team data, c'est très compliqué de faire un lien entre le namespace PHP de votre projet et la team data qui font des analyses dessus. Donc, ça serait bien qu'on n'ait pas ces données là-dedans. Et c'est là que le morph map va devenir utile. Le morph map, il permet de faire un mapping, donc un lien entre notre modèle, donc ici on va voir qu'on a un artisan et un user, à une chaîne de caractères qu'on va pouvoir définir. Alors, ça reste très simple, artisan on va l'appeler artisan, user on l'appelle user. Mais donc à chaque fois que Eloquent a besoin de communiquer avec la DB, ça va devoir passer par ce tableau et utiliser la chaîne de caractères qu'on a utilisée. Donc si on reconstruit la DB, qu'on regarde qu'est-ce qui a été construit, on va voir que maintenant on a juste artisan et user qui sont notés. L'avantage, c'est que maintenant on peut renommer notre modèle parce qu'on a fait un mapping, donc potentiellement on peut renommer le modèle et faire la migration en 2 étapes et rester avec l'ancien nom pour l'instant. Et on peut aussi changer le namespace avec 0 impact. Donc vous avez probablement des projets déjà en cours. Pour tous les nouveaux modèles, vous pouvez déjà le mettre en place. Mais par contre, si c'est un nouveau projet, on peut carrément passer par le enforce morphmap, qui fait la même chose. Cependant, le enforce va forcer à ce que le modèle soit défini dans la liste. Donc si on donne un modèle à envoyer à la DB et que ce n'est pas dans cette liste, on aura une exception. Donc là, c'est une manière de dire il faut absolument le mettre dans cette liste pour ne pas avoir un namespace dans un DB. Si vous voulez utiliser le enforce dès aujourd'hui, en fait, mettez tous vos modèles de votre projet actuellement avec la chaîne de caractères en namespace. Ça fait un doublon, mais au moins, tous vos nouveaux modèles, vous êtes obligés de le lister là-dedans. La troisième chose que j'aimerais parler, c'est le modèle root binding, qui est une fonctionnalité qui existe dans pratiquement tous les frameworks de web. Cependant, j'aimerais vous montrer un élément en plus. Donc, supposons qu'on déclare une route en get user/user, user étant un paramètre, et ce paramètre, on le bind à un modèle user. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va automatiquement charger le modèle en récupérant le paramètre qu'on a mis dans l'URL avec la clé primaire. Si l'utilisateur existe, ça va le retourner, et s'il n'existe pas, ça fera une 404 automatiquement. Un comportement qu'on peut overrider, mais en tout cas, ça va le gérer pour nous. Alors là, j'affiche une view home, et on va voir que si on charge le user/1, on va afficher du coup tout simplement le user ID 1. Donc ça, la page, elle charge. Et maintenant, supposons qu'on a 2 paramètres dans l'URL. User/user/comments et /comment. Donc on a 2 paramètres qu'on bind avec 2 modèles différents. Ça marche exactement de la même manière. On va voir que si on charge l'URL, user/1/comment/2, on a bien le user ID 1 et le comment ID 2. Rien de surprenant. Cependant, la chose qu'on peut faire ici, c'est qu'on va pouvoir charger un commentaire qui n'appartient pas à l'utilisateur user ID 1. Donc supposons, ici on dit le user ID, est-ce qu'il est égal au user ID du commentaire? Là on dit false. On dit là on est en train de charger une donnée qui n'appartient pas à l'utilisateur. Donc comment est-ce qu'on corrige ça? Plusieurs options. On va pouvoir tout simplement faire un if et le gérer nous-mêmes. Est-ce que le user du commentaire est la personne qui a été fournie? Non, abort 404 ou 403 selon ce que vous voulez faire.
On peut utiliser les policies ou les gates dans Laravel. Tout ça, ça fonctionne et ça reste des solutions viables. Il existe une autre option pour ce genre de cas qui va être, dans la déclaration de la route, d'appeler le scope bindings. Donc ça veut dire qu'on va essayer de scoper les variables qu'on a bindées dans l'URL. Donc, autrement dit, le paramètre va être scopé par le parent. Donc user n'a pas de parent, mais par contre commentaire en a un. Comment est-ce que ça fonctionne? Et bien en fait, ça va se baser de la relation définie dans le user. Donc il faut que le user ait une relation qui s'appelle comments. Parce qu'une fois qu'on aura chargé l'utilisateur, le framework va utiliser cette relation pour savoir comment scoper la requête SQL. Et en fait, on va pouvoir retrouver notre comportement d'erreur 404 tout naturellement, sans qu'on ait besoin de gérer des permissions. D'ailleurs, j'ai parlé de mot permission, mais ce cas-là, je pense qu'il faut le distinguer aux permissions, parce que ici, c'est pas comme si on va pouvoir donner une permission à charger le commentaire. Donc, ça reste, je pense, un cas un peu plus précis, mais ça reste utile si on peut, qui peut être utilisé. Si vous aimez cette nomenclature et cette manière de faire, Laravel, n'oubliez pas, il a une manière de déclarer route avec ressources et API ressources. C'est quelque chose qui permet de déclarer toutes vos routes en CRUD pour vous. Et vous pouvez avoir un ou plusieurs paramètres. Donc ici, par exemple, on va faire users.comments, mais par exemple, on pourrait juste faire users. Et on peut utiliser le scoped pour avoir le même comportement qu'on venait d'avoir, donc pour scoper les paramètres. Qu'est-ce que ça fait? Ça va déclarer toutes les routes pour vous. Le create, le read, le update, le delete, même les routes pour visualiser ces pages. Et c'est pour ça qu'on a un ressource et on a un API ressource, parce que dans un API, on ne va pas avoir de vue à afficher. Donc ça, c'est un petit moyen pour déclarer les routes pour vous, et c'est très utile. Si vous ne voulez pas tout déclarer, il existe des petites fonctions pour dire déclare juste une partie, ou à l'inverse, évite de déclarer la delete, par exemple. Donc, j'ai déjà partagé beaucoup d'informations. J'aimerais prendre une seconde pour partager quelque chose de différent. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Laravel, et on est dans un contexte où, en vrai, beaucoup de personnes utilisent Symfony. Et ça, c'est une réalité, surtout en France. Et j'ai été curieux et j'ai récupéré des données, surtout de Google Trends. Google Trends, qui est un site public où on peut voir qui est-ce qui a été recherché, quand est-ce que ça a été en trending, et surtout, on peut comparer des mots dans un certain contexte, comme en informatique, pour comparer ces deux mots. Et je l'ai fait pour Laravel et Symfony. Et ça a fait afficher cette carte-là. Cette carte-là, qu'est-ce qu'elle affiche? Globalement, si c'est en rouge, ça veut dire que plus de 50% des recherches sur Google, donc je ne parle pas de nombre, donc potentiellement ça peut être 100 recherches, mais plus de 50% des recherches sont faites pour Symfony, et si c'est en bleu, ça a été fait pour Laravel. Première chose qu'on va voir, c'est que Symfony est vachement plus dans l'Europe. Et Laravel n'est pas en Europe. Et en fait, on va pouvoir voir, du coup, ces nombres-là. Les pourcentages qui sont affichés, ça va être les pourcentages dont je vous parle. Donc, il va y avoir des pays extrêmes. Donc là, Cambodge, on dit 96% des recherches sont pour Laravel. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de recherches, mais bon. Après, on va avoir Indonésie, Égypte, c'est des pays un peu aléatoires, Japon, Australie. On a les US, 63%. Je pensais que ça serait beaucoup plus. Je pensais que les US, Laravel serait beaucoup plus mis en avant. Un petit big up pour l'Estonie qui est à 50-50, c'était le seul pays. Et par contre, si on arrive du coup en bas de la liste, pour Laravel en tout cas, on va être sur des pays beaucoup plus en Europe. Allemagne, Lituanie, Pologne, Tchéquie, Madagascar, Tunisie. Et donc là, maintenant, on voit que Laravel est à 18% des recherches. Mais il reste un pays, le tout dernier de la liste, qui est la France. Je savais que Laravel est beaucoup moins populaire, mais je ne pensais pas à ce point. C'est vraiment le dernier de la liste. Après, on peut le formuler aussi dans l'autre sens. Ça veut dire que Symfony est numéro 1 des recherches aussi dans le monde. Donc ça marche dans les deux sens. Cependant, je trouve que c'est vachement intéressant d'être au courant de ça. Et si on regarde en France, en détail, pas de surprise, c'est que tout Symfony. Mais je ne sais pas si vous voyez, il y a un truc. Je peux zoomer si vous voulez. Là. Là, ici.
Alors c'est moi qui ai ajouté le point, mais j'ose espérer qu'aujourd'hui on a réuni suffisamment de personnes, développeurs et développeuses sous Laravel, qu'on peut peut-être se permettre de mettre un petit point bleu quand même. Il y a un autre graphe. Alors c'est petit, là les chiffres on n'a pas besoin de les voir, c'est juste visuellement. Ça vient de la FUP, c'est le baromètre que je vous conseille tous à remplir, qui est un sondage qu'on remplit tous les ans. Ça, on donne des informations comme le salaire, et une autre chose qui est les spécialités. Et donc on voit aussi l'évolution de Symfony, de Laravel et d'autres frameworks. Et donc ce qui est en noir, c'est Symfony, donc on voit que ça a beaucoup grandi ces dernières années. Et Laravel, c'est ce qui est en rouge. Donc on va regarder les 3 dernières années. 3 dernières années, on les voit ici, Symfony tourne autour de 70%, ça a un tout petit peu évolué, mais c'est pas descendu non plus. Par contre, Laravel, entre 2023 et 2024, a gagné plus de 3 points en pourcentage, qui est beaucoup. En fait, on voit quand même que Laravel en France commence à prendre. Moi, j'en tire pas une conclusion exacte, ça c'est à chacun d'interpréter, mais cependant, je pense que ça montre que les choses sont en train de changer. Et Laravel n'a pas forcément pris une part de Symfony, parce que c'est pas que Laravel a pris 3 points, mais Symfony n'est pas descendu de 3 points. Donc est-ce que toutes les personnes qui commencent à développer commencent sous Laravel? En vrai, à ce stade-là, je ne pourrais pas dire. Donc remplissez le baromètre de la FUP cette année et on aura plus d'informations. Donc, j'ai plein de choses que j'aimerais vous partager. Donc on va faire un peu un format speedrun. On a nos points ici. L'idée, c'est que je vous partage au maximum de choses. Donc j'ai fait une sélection et donc on va les voir maintenant. Première chose, c'est qu'on va parler de Carbon Immutable. Carbon, normalement, vous l'utilisez tous, en tout cas sous Laravel, c'est juste un wrapper du datetime PHP. Et ça fonctionne très bien, ça a beaucoup de fonctions, donc ça vient avec les avantages de datetime et les inconvénients de datetime aussi. Mais il y a un point important à souligner, c'est que, par défaut, son instance, elle est mutable. C'est-à-dire que si on crée un expire_that avec une date le 9 octobre 2025, et ensuite on appelle une fonction notify user, elle fait ce qu'elle veut, elle prend une notification, ça peut afficher quelque chose sur le site, mais à l'intérieur on a un add day qui est appelé. Là c'est une date d'expiration, donc potentiellement on dit à l'utilisateur à partir de telle date, donc le lendemain, le coupon sera expiré, donc on a fait un add day. Mais en fait sans le savoir, on a muté l'état de notre variable. Donc si maintenant on l'affiche, on va voir qu'on est au 10 octobre. Et comment ça, on a modifié notre variable? Ce n'était pas notre intérêt. Notify user a sa propre responsabilité, on ne veut surtout pas toucher notre donnée. En vrai, en PHP, maintenant, on bascule de plus en plus sur du immutable. Et le Carbon a la même chose. Comme le datetime, on a le datetime immutable. En fait, on a l'instance Carbon immutable. Et donc, si on appelle la même fonction notify user, on va voir qu'on a toujours le add qui va être appelé à l'intérieur. Et maintenant, notre variable ne va pas être tout modifiée. Et ça, c'est très important. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mettre à jour notre variable? En fait, on la réassigne. C'est comme ça qu'idéalement, il faudrait faire. Donc, ce que je veux dire, c'est que maintenant, pour tous vos prochains services ou vos fonctions, prenez en paramètre un Carbon immutable. Il existe des helpers, enfin des fonctions toMutable et toImmutable pour convertir. Mais votre source principale de Carbon va venir des modèles. Les modèles, quand on fait du casting, quand on récupère une date, ça va être en Carbon. Et bien en fait, il existe un casting immutable aussi. Immutable datetime. Et ça va vous permettre de récupérer une instance Carbon immutable. Donc pour tous vos nouveaux modèles, pareil, je vous conseille vivement d'utiliser ça. Attention de ne pas toucher au modèle actuel, parce qu'il faut s'assurer que derrière, tout est à jour. Mais si vous pouvez faire la conversion, enfin, la modification, ça peut être top aussi. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les attributs des modèles sont déclarés à l'intérieur du modèle, dans un tableau. Donc, idéalement, on aimerait bien pouvoir connaître les types, et c'est pour ça que généralement, on va faire des commentaires PHP au-dessus du modèle. Généralement, on va le maintenir manuellement, ou alors, justement, on va utiliser un package qui s'appelle Laravel IDE Helper, qui me semble est un peu connu. Cependant, je pense que tous les projets devraient l'avoir. Laravel IDE Helper, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va générer la PHP doc pour vous, pour les modèles. En fait, une fois qu'on l'installe, on va pouvoir exécuter une commande PHP Artisan IDE Helper Models,
Qu'est-ce que ça va faire? Ça va trouver tous les modèles dans votre projet et ça va générer la PHP doc. Et d'ailleurs, on va retrouver notre carbone immutable qui a été bien compris par un autre casting. Donc, comment est-ce que ça fait? Ça va lire le schéma de votre DB, ça va lire votre cast, ça va lire vos attributs, vos relations, et ça va générer tout ça pour vous. Donc en dessous du publish stat, on voit qu'on a un artisan. Artisan, c'est une relation. En dessous, on a un active. Active, ça va être un scope. Et ainsi de suite. En vrai, ça génère beaucoup de choses pour vous. Et ça, vous pouvez carrément l'inclure dans votre CI pour s'assurer que tous les changements faits dans votre modèle et votre schéma de base de données, c'est tout le temps synchronisé. Une autre chose que je vous conseille vivement d'utiliser, ça va être Laravel IDEA. C'est un plugin pour PHP Storm qui existe depuis longtemps. On l'a tous connu normalement comme un plugin freemium, qui est gratuit, avec une version payante. Ce plugin est devenu gratuit depuis quelques mois. Toutes ces fonctionnalités sont maintenant gratuites. Et en vrai, c'est très utile. On peut faire beaucoup de choses avec. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va indexer des données en plus dans votre projet pour vous donner du contexte en plus quand vous naviguez dans le projet. Par exemple, quand vous déclarez vos routes, on va pouvoir directement voir la route finale construite. Selon si vous avez beaucoup de routes et vous avez des préfixes et des groupes, vous pouvez voir le résultat final et des fois c'est très utile. À l'inverse, dans le contrôleur, on peut voir qui appelle cette fonction. Donc ça aide à donner du contexte. Là, on voit que c'est en post, API, hôte, login, et on voit le nom de la route aussi. Et en plus, on peut contrôle-clic sur ces éléments et naviguer, donc c'est beaucoup plus rapide et intuitif. On va pouvoir auto-compléter les views, si vous utilisez du Blade, auto-compléter les routes, pareil, on revoit est-ce que c'est du get, on revoit leur route, on va même voir s'il y a des paramètres, et ainsi de suite. On va pouvoir auto-compléter les traductions, ça moi je trouve très utile, parce que l'erreur est vite venue. Et encore mieux, si vous ouvrez un fichier où il y a des traductions, vous pouvez carrément afficher la traduction. C'est plus facile de se retrouver. On peut configurer pour afficher la langue par défaut française, par exemple, et au moins on voit directement les données. Si on clique dessus, ça l'enlève et on peut directement modifier le code. On va pouvoir aussi auto-compléter tout ce qui est dans les configs. On voit même la valeur par défaut de configurer, donc ça aide à donner du contexte. Et ça mène à mon deuxième sujet, qui est les configs. Le saviez-vous que les configs, on peut les caster? Donc par exemple ici, on va avoir un config, le premier services.stripe.enable, on se doute bien que c'est un boolean. Mais PHP et PHP Stan ne le savent pas, l'IDE ne le sait pas. Donc, on peut les caster. Config boolean, string, float, on a array, collection, tout ce que vous voulez, integer. Ça permet de donner le type et ça va donner plus de contexte. Donc, à tous les endroits où vous pouvez l'utiliser, ça, je vous conseille vivement. Et ça amène à un autre truc où là, je vous montre le code config via le global helper, qui est un peu le sujet que je ne parle pas, mais c'est la chose qu'on parle souvent, qui est souvent parlée par les personnes qui n'utilisent pas Laravel, qui est les façades, les global helpers, qu'est-ce qu'on n'aime pas? J'entends. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans le config? Tout simplement, ça récupère le service derrière. En fait, pratiquement tous les global helpers, on peut juste les injecter. Laravel est très bien avec l'injection de dépendance. Alors, il y a certains cas limites où on ne peut pas les injecter. J'espère que ça sera mis à jour. Mais vous pouvez injecter tous vos services. L'erreur reporter pour faire des reports, les logs, les configs, tout ça, on peut les injecter. Donc, si on vous reproche que Laravel ne peut pas, c'est juste qu'en fait, on ne l'utilise pas assez. Mais Laravel le propose très bien. Et enfin, j'aimerais parler de Laravel Spatie. Alors en plus, c'est cool parce qu'on avait Frick qui était là hier. Il nous a fait quelques présentations. Mais c'est important de se rappeler que justement, ça fait partie aujourd'hui de l'écosystème. Normalement, tous les projets ont toujours un package de Spatie d'installer, mais on oublie vite qu'ils ont plus de 350 packages open source de disponibles. Laravel Spatie, c'est une entreprise qui font des projets pour d'autres entreprises, mais ils font beaucoup de projets open source. Et il y en a beaucoup qui sont connus, qui sont utilisés. Et il y en a tellement qu'en fait, moi, mon conseil, c'est retourner sur leur site, re-regarder la liste des packages. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont
résolu des problèmes et vous avez peut-être réinventé la roue. Et en fait, une petite anecdote que Frick m'a dit justement hier soir, ça m'a bien beaucoup fait rigoler, c'est que un jour, ils ont dit « Oh purée, on a un problème, on va faire un projet open source ». Et Frick l'a développé, il l'a présenté à son équipe, et son équipe l'a regardé, il a dit « Mais en fait, on l'a déjà fait. » On l'a déjà fait, juste ils ont oublié que c'était déjà parmi leur liste. Donc bon, j'ai trouvé ça quand même très drôle. Ils ont quelques packages que j'ai déjà utilisés, que d'autres que je trouve très cool, comme Laravel Activity Log qui permet d'avoir un suivi des activités sur un modèle. C'est très utile pour débugger si on a des admins sur le site pour savoir qui a modifié quoi, quand, ça permet de mieux comprendre. C'est très utile. Et ça utilise les morphs. Laravel Permission, si vous avez déjà que Laravel gère les permissions plutôt bien, mais si vous avez des choses plus complexes, vous avez des groupes, des équipes, et vous avez besoin de configurer, faire des templates, ce package va pouvoir gérer tout ça. Laravel Backup pour des petits projets, il est super. Juste, on lui donne un accès, un S3, et après, ça fait tout. On le met dans le scheduler. C'est très utile. Laravel Sitemap, Geocoder, Image Optimizer, Laravel Markdown, Laravel Tail, Laravel Multitenancy qu'on nous a présenté. Il y en a plein. Juste faites un tour, regardez qu'est-ce qu'ils ont. Probablement, il répond à une problématique que vous avez ou une problématique que vous avez résolue tout seul et que vous aurez probablement pu utiliser l'un des packages. Donc, c'est la fin de ce speedrun. Presque. Il y a plein de choses qu'on pourrait discuter, donc moi je vais m'arrêter là. L'idée, c'est que je vous ai donné plein d'informations dans votre cerveau, que j'espère que ça vous donne des idées et que des choses que vous allez mettre à jour dans votre projet. Mais en tout cas, c'est fini pour moi. Donc je vous en remercie d'avoir écouté et merci beaucoup. Merci Jory, c'était top. Et merci pour la mention du baromètre dans le talk. Carrément. On a le temps pour des questions. Est-ce qu'il y en a ? Merci pour le talk. Premier rang. Tu parles de Carbon Immutable. Moi, personnellement, c'est un truc que j'ai encore du mal à adopter. Qu'est-ce que tu pourrais recommander ? Est-ce que, par exemple, il y a des règles rector ou des choses comme ça qu'on pourrait mettre en place pour essayer d'encourager ce comportement de travailler avec des dates immutables ? C'est une bonne question. J'ai jamais regardé s'il y avait avec rector, mais je pense que le seul truc délicat pour ça, c'est que il faut probablement mettre à jour le code parce que si tu appelles par exemple le add day et que tu ne réassignes pas la valeur, ça, il faut intervenir et réassigner manuellement. Donc, je ne sais pas si Rector le fait, ça, il faudrait regarder. Moi, mon astuce, c'est par contre, c'est le nouveau code, chaque service, s'il y a besoin d'une date, tu demandes du Carbon Immutable. Et petit à petit, ça va se répandre parce qu'il va falloir à chaque fois convertir le mutable en immutable. Donc, après, c'est une question d'habitude. Donc, honnêtement, c'est quelqu'un qui se coltine et qui met à jour. Moi, je ne connais pas de solution magique. C'est comme ça. Ouais, étape par étape. Bonjour à tous. Merci pour le talk. Pour le coup, je réagis à la question juste là. Carrément. Ouais. Perso, je pense que je ferais une règle PHP Stan au sein de mon projet pour forcer les dates en immutable. Du coup, je génère une baseline. Pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros, j'accepte les erreurs existantes. Comme ça me permet de m'assurer que dès maintenant, toutes les dates seront immutables. Et après, je me fais des tickets en date technique. De temps en temps, je règle une erreur, une de plus, et ainsi de suite. En vrai, c'est une bonne remarque, hein, tu peux faire ça. Ouais. Comme ça permet aussi de traquer la date technique. Complètement. Merci. Bon. Bonjour. Petite question, ce matin, il y a Nicolas Grécas qui nous a montré des choses autour des lazy pour l'injection de dépendance. Je me posais la question s'il y avait des choses similaires autour de Laravel. Ça m'a fait me poser pas mal de questions, en fait, le point de ce matin. Je ne sais pas si tu avais vu des choses autour de ça, toi. Alors, j'ai pas vu cette présentation, donc je sais pas exactement qu'est-ce qu'il a présenté. Ok, c'était pour du lazy... Enfin,
l'injection de dépendance pour ne pas charger trop de choses quand on fait un construct. Et effectivement, dans Laravel, on peut avoir beaucoup de choses qui sont injectées. Et donc, il nous montrait avec des attributs côté Symfony qu'on pouvait dire que l'injection de dépendance se faisait seulement s'il y avait besoin, parce qu'on rentrait dans le contexte de là, on en a besoin, donc on le lance, et pas au construct de toute la page, quoi. J'ai un doute, mais il me semble que dans les service providers, il y a quelque chose en lien avec ça. Je l'ai vu implémenté par une personne, mais je ne l'ai pas de tête. Okay. Donc, en vrai, il n'y a rien de très connu pour faire la même chose, mais je crois que j'ai déjà vu dans un service provider quelqu'un mettre des dépendances pour les services, dire tu le charges seulement dans tel cas. Ouais. Mais j'avoue que je ne connais pas plus. Donc, ok. Bon, je m'étais dit que ça m'intéressait de voir s'il y avait ça sur Laravel, je trouvais ça intéressant. Ouais, non, je n'ai pas la réponse exacte du coup. Merci. Ou de rien. Il y a une question. J'arrive. Merci pour ton talk, c'était très clair, il y avait pas mal de bonnes petites astuces que j'espère les gens autour de ce talk pratiquent au quotidien. Moi j'ai une question que tu n'as pas évoquée mais que je cherche assidûment sans réponse. C'est au niveau des policy, c'est-à-dire que les policy aujourd'hui on bind ça à un objet, typiquement un modèle, et avec une chaîne arbitraire pour définir quelles sont la méthode à appeler pour savoir ensuite quel est le comportement qu'on souhaite. Est-ce que tu as une solution qui permettrait en fait éventuellement d'avoir un typage fort et de se séparer de ce comportement-là qui sont les gates, qui sont un peu trop magiques? Donc là, tu parlais des policies ou des policy, oui. Les gates, de toute façon, c'est plus ou moins la même chose. Tu peux appeler des policy via des gates tant que tu as bind éventuellement ton modèle à une policy. Ouais, effectivement, tu vas appeler authorize view, et ce view, c'est juste une chaîne de caractères, et j'entends le côté où en fait, tu n'es pas garanti, parce que si la fonction n'existe pas derrière, ça refuse automatiquement, ça ne va même pas faire d'erreur, ça veut juste dire non, tu n'as pas les permissions. Donc moi j'ai envie de dire, c'est des tests. Que potentiellement tu as un test qui asserte que ça fonctionne, et un test qui va asserter que ça ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas de manière idéale de le faire. Peut-être que PHP Stan peut le détecter. Ça peut être un des trucs que ça peut être ajouté. Mais sinon, il n'y a rien de natif pour garantir que ça fonctionne. Ouais. Une dernière question. C'était plus un complément. Il me semble, mais il va falloir vérifier, qu'on peut utiliser des enums backés par des strings déjà. À vérifier. Est-ce qu'il y a encore des questions? La dernière. Tu as parlé un petit peu effectivement du nombre de recherches et d'utilisateurs du coup de Symfony et de Laravel. Question, si on veut se lancer sur un projet Laravel, comment est-ce qu'on construit nos équipes du coup Laravel, vu qu'il y a très peu de personnes Laravel? Comment vous faites chez vous du coup pour recruter des développeurs Laravel? On recrute des développeurs et des développeuses de Symfony. Et on les force. En vrai, c'est un peu la réalité d'aujourd'hui. Nous, dans notre équipe, je crois qu'il y a que moi qui avait un background de Laravel. Et vu que le projet il est construit, donc c'est accepté. Et honnêtement, les gens, quand ils postulent, après, ils acceptent. Ils disent non, mais après, au bout du compte, je suis OK de faire la transition. Donc, faut juste avoir des personnes qui sont OK de switcher sur Laravel. Faut juste pas. De toute manière, naturellement, les personnes qui sont très 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 attachées à Symfony ne vont même pas postuler. Donc, si la personne postule, généralement, ils sont suffisamment ouverts juste pour changer de framework, parce qu'au final, on s'en sort quand même. Genre, quand on essaye le framework, on se dit, en fait, on retrouve les mêmes fonctionnalités, les mêmes choses, juste, c'est des noms différents. Donc, faut juste. Je n'ai pas envie d'imposer, mais c'est juste dire c'est un choix, c'est OK, et normalement les gens ils vont l'accepter. C'est pas censé être un souci. En France, on aime bien charrier ce sujet, mais quand on a vraiment une conversation avec une personne, au final, ils sont en mode oui, en fait ça me va, genre je vais m'y retrouver, je retrouve mes services, mon injection,
les concepts sont tout pareils. Donc, avec une discussion, je pense que c'est OK. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. Merci beaucoup, Jory. Merci tout le monde, en tout cas. On va s'arrêter là.